le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Machaut. Sophie est auteure du livre à succès « Cultivez votre bonheur ». Il faut savoir perdre de vue le rivage et même pas peur. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sophie. Bonjour à tous, bonjour. J'espère que je ne vais pas rester figée parce que je voyais mon réseau qui était la campagne, donc voilà. Mais je suis là pour le moment, donc ça me fait très plaisir d'être avec vous et de partager ce moment. Merci Sophie, ouais, c'est vrai qu'on a fait des petits tests juste avant et parfois elle était figée. Mais en fait, le plus important, c'est qu'on t'entende, donc a priori le son est bon. Donc Sophie, je vais te laisser te présenter parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne te connaissent pas, donc je te laisse la parole. Je m'appelle Sophie Machaut, donc je suis auteure de livres de développement personnel chez Roll. J'anime également des conférences sur le bien-être, sur le bonheur, la psychologie positive. Je forme aussi dans les entreprises. Voilà, j'ai plein d'activités en fait autour du bien-être, autour du développement personnel. Voilà, quelque chose qui m'intéresse depuis des années déjà. En dehors de ça, je suis maman d'une petite fille et puis j'ai 47 ans. Voilà. Alors, d'abord, je vais rappeler aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent comment on s'est connus, parce qu'on s'est connus par rapport au film C'est quoi le bonheur pour vous ? Je t'avais interviewé, d'ailleurs, tu es dans le film, et j'étais tombé sur ton livre que tu avais écrit autour du bonheur. Et je me disais, tiens, voilà une spécialiste à rencontrer absolument. Ouais, ça a été pour moi, ça a été un moment fort. On aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais c'est vrai que je sortais mon livre « Cultivez votre bonheur », donc qui a été le premier ouvrage de développement personnel que j'ai écrit, qui venait d'une conférence que je donnais à l'époque. On se rejoint là-dessus, toi et moi, depuis toutes ces années, c'est-à-dire ce sont des sagesses, des outils, des choses qui nous ont aidés. Enfin, en tous les cas, personnellement, moi, tout ce que je transmets, je l'utilise à des fins personnelles. Voilà, je ne sais pas transmettre quelque chose que je ne connais pas. Et pourtant, à l'époque de cette interview, il m'arrivait des choses un peu compliquées. Et c'était, c'est l'enjeu aujourd'hui de mon nouveau livre, c'est que j'avais besoin de comprendre finalement le bonheur, c'est quoi ? Tu me posais la question, c'est quoi le bonheur pour vous à l'époque ? C'est plein de choses qui sont encore très vraies. Et en même temps, quand d'un seul coup, le bonheur se cache, mais c'est quoi le bonheur quand rien ne t'a plu ? Ça a été aussi mon sujet pendant ces dernières années. Voilà. Ouais. Et ça a été quand j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, j'ai revu et ton documentaire que j'adore, et j'ai revu l'interview qu'on a faite. Il n'y a pas un mot que j'enlèverais, mais il y avait un mot que je ne pouvais pas traduire à ce moment-là parce que je ne comprenais même pas ce que je vivais encore à ce moment-là de fort, comme beaucoup de personnes vivent au quotidien, c'est-à-dire des passages de crise. Et la crise, alors à la fois c'est dur et en même temps ça peut être quelque chose qui régénère complètement tout, qui réactualise tout et qui peut être une très bonne chose. Il peut y avoir un cadeau caché. C'est clair. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails de ce que tu vivais à l'époque ? Parce que peut-être que ça va venir résonner auprès des oreilles des personnes qui nous écoutent. Je pense que ça peut résonner auprès de pas mal de personnes. Évidemment, j'espère pas auprès de toutes parce qu'on souhaite pas des traversées du désert comme ça à tout le monde. Enfin, c'est même pas une traversée du désert, c'est vraiment un moment où la vie se grille. Et où tout ce qu'on a construit se déconstruit, en fait. Et par plein de choses différentes. Moi, à cette époque, au moment où tu m'interviewes pour C'est quoi le bonheur, j'ai à cœur de transmettre ma vie professionnelle autour, et qui était gérée aussi par ma vie personnelle,
au départ, puisque je suis passionnée, comme toi, de développement personnel, de sagesse, de spiritualité, etc. Au moment où tu m'interviewes, donc en 2015, septembre 2015, ma vie personnelle s'effondre. Alors, par plein de pans, c'est-à-dire d'abord la maladie d'un proche, la mort d'un proche, et puis la déstructuration du couple. Donc, j'ai dû faire plein de deuil, mais en 2015, j'étais dans le cœur de la tempête. Donc, encore portée par Madame Bonheur. J'étais Madame Bonheur, d'où mon livre aujourd'hui, un roman, il est sur ça, parce que j'avais besoin d'en parler. J'allais dans les médias, on me disait « Alors, Madame Bonheur, c'est quoi comment on cultive ce bonheur Qu'est-ce qu'il faut faire 3 options, s'il vous plaît. » Et moi, j'étais là, je portais ça au fond de moi, mais très fort, puisque ce que je transmettais m'avait construite et je vivais une déconstruction à côté. Et donc voilà, et donc je me suis séparée avec mon ex-mari, ma fille après. Alors j'ai pas tout mis dans mes livres parce que c'était trop, même je trouvais. Souvent on dit que quand les embêtements arrivent, ils arrivent en escadrille. C'était M. Gérald qui disait ça. Et je crois que oui, on les enfile comme des perles à un moment et on ne sait pas ce qui nous arrive à ce moment-là. Et on se dit, mais c'est pas possible, on est maudit, ça va s'arrêter quand? Mais ça s'arrête pas en fait. Et puis en fait, oui, alors donc il y a eu la maladie, le deuil, et puis la séparation. Donc l'estime de soi qui est complètement voilà, parce que la séparation n'a pas été simple, ça a été une trahison, ça a été plein de choses, donc plein de colère, et puis aussi une révélation que ce bonheur qu'on avait construit était plein de failles. Et qu'en fait, au lieu de les regarder, ces failles, on les a ignorées parfois. Donc, le cordonnier le plus mal chaussé, on a beau lancer des commandements aux gens, faites ci, faites ça. On n'est pas forcément les plus chaussés pour soi, en fait. Et les failles s'agrandissent. Et un jour, un événement arrive plus fort et pouf, elles font s'écrouler l'édifice. Donc dans la manière que j'ai trouvé le plus fort d'exprimer cette chose, c'était qu'à ce moment-là de ma vie, je voyais, c'est comme si j'avais construit ma vie sur un lac gelé. Je dis souvent ça parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné, très solide, et puis les temps ont changé et tout s'effondrait. Je n'avais plus de vie à côté de moi et de voir cette vie qui s'écoulait. Et pourtant, j'étais même bonheur. Cultiver votre bonheur. Et j'écrivais même pas peur, parce qu'évidemment, il fallait que je transcende un peu ça. Donc, j'écrivais un livre sur les peurs. Voilà. Bah, tu sais, ça me fait penser un peu à notre vie du quotidien, à tous les jours, où tout le monde porte des masques. C'est un peu ça, en fait. On est tous confrontés à ça. Je pense vraiment, c'est au moins peut-être 90% de la population. Moi, je l'ai vécu, ça. Je m'en rappelle quand j'étais salarié, donc dans le monde de l'entreprise. Moi, j'estime pour les gens qui me connaissent que j'ai pas changé depuis 41 ans. Et ce que je constatais, c'est que dans le monde de l'entreprise, les gens avaient des masques. Et c'était pas les mêmes quand on était dans l'entreprise que quand on sortait de l'entreprise. C'était assez impressionnant. Donc, pour moi, ça fait beaucoup écho, ce que tu dis. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui vont se reconnaître, ça c'est sûr. Il y a des personnes dans le monde de l'entreprise, je le côtoie aussi énormément, puisque je fais des formations en entreprise, au développement personnel, à la gestion des émotions, la communication, comment exprimer ce qu'on a exprimé, etc. La valorisation de soi, c'est un de mes combats en entreprise, de dire, mais valorisez-vous, parlez de vous, parlez de ce que vous faites, parce que si vous n'en parlez pas, les gens ne savent pas ce que vous faites, on a l'impression que les gens... Et puis, alors, il y a souvent cette confrontation aux valeurs. Ouais. Tu n'as pas changé parce que les valeurs sont les piliers de ta vie. Donc, si tu es construit sur des valeurs qui résonnent, qui te parlent, qui font que tu es toi, Julien Perron, ce que tu es, et depuis toutes ces années que tu te construis dessus, forcément, tu ne changes pas. Puis ça, tu ne changes pas. Tu t'amplifies, mais tu restes sur les mêmes fondations. Quand d'un seul coup, tu travailles dans un endroit où tes valeurs sont frottées, sont confrontées tous les jours, que tu te dis, mais ok, j'aime bien ce que je fais, mais la finalité de tout ça, le sens donné à tout ça, pourquoi le faire si ça ne correspond pas, si ça ne résonne pas avec mes propres valeurs, c'est difficile. Et parfois, on n'a pas le choix. On est obligé de rester là où on est, de faire de son mieux, d'apporter ce qu'on peut. Mais quand on va se coucher le soir, on se dit mince, quoi. Je suis d'accord. Ça, au service de notre valeur, c'est
c'est s'amplifier, c'est d'un seul coup, sa vie prend un autre sens. Mais on n'a pas le choix parfois. C'est compliqué d'être soi dans le monde de l'entreprise. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge énormément. Mais... Moi aussi, ouais. Et ce qui me fait raisonner là dans ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas le choix. Moi, je pense qu'on a le choix. Alors oui, bien sûr, je suis un peu avec ça. Mais on a le choix. On a le choix toujours de sa destinée. On est responsable de ce qu'on vit. Mais parfois, la vie nous oblige à attendre un peu ou alors à repenser son projet de vie. Ça ne se fait pas comme ça. Si on sent qu'on n'est pas calé dans le bon rail, on ne peut pas sauter d'un rail à l'autre. Un train ne peut pas passer d'un rail à un autre comme ça. Ça se prépare et puis tout doucement, on peut... Je suis hyper partisane. J'ai vu, tu as mis il y a quelques heures là sur les rêves. Rêver, ouvrir c'est possible, aller vers plus de soi, plus de cohérence, plus de valeur. Évidemment que c'est mes fondamentaux aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile d'arriver dans une entreprise où on voit des gens pas forcément épanouis, leur dire hop, vous changez, on va aller. Non, il faut y penser, il faut rêver, il faut se projeter, il faut donner son énergie pour créer un chemin parallèle qui à un moment deviendra notre propre chemin. Ça, évidemment, oui. Ah ouais, mais d'ailleurs, c'est une très bonne question. Tu vois, pour moi, il y a deux sujets, on va dire, fondamentaux pour essayer de faire évoluer la société, on va dire, dans le bon sens. C'est l'éducation et le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, pourquoi ? À mes yeux, c'est parce qu'on y est au moins 8 heures par jour au minimum. C'est-à-dire qu'on est quand même plus souvent dans le monde de l'entreprise qu'avec notre famille ou avec nos amis ou notre chérie ou notre femme, quoi. Et donc, raison de plus pour trouver un job ou pour se créer un job dans lequel on va s'épanouir et dans lequel on va apporter en fait tout ce qu'on est pour les autres, en fait, pour le bien commun, pour la planète, tu vois, quelque chose de positif, quoi. Et donc, ce que je me dis, c'est que pour en arriver là, comme tu le soulignes, c'est pas évident pour tout le monde, même si effectivement, je pense qu'on a vraiment le choix, mais c'est pas évident pour tout le monde, parce qu'on nous a pas appris, en fait. On nous a pas appris dès l'éducation, dès l'école, que ce soit à travers nos parents ou le système éducatif, à s'occuper de nous, en fait, tu vois, à nous connaître, à savoir vers quoi on a envie de vibrer, qui on est réellement, comprendre nos émotions, etc. Donc, effectivement, c'est un déconditionnement qui peut être très, très long, quoi. Ouais. Alors, en tant qu'enfant, puisque en plus, toi, c'est une de tes parties les plus vibrantes et résonnantes, le monde de l'éducation, en tant qu'enfant, il faut jamais cesser de poser la question à un enfant, qu'est-ce que t'aimes ? Comment alors sans l'obliger à répondre à cette question, mais t'aimes faire quoi ? Qu'est-ce qui résonne ? Qu'est-ce qui te fait rire ? Qu'est-ce qui te motive, etc. Donc, on n'est pas dans le même questionnement qu'un adulte. Et tu as raison, c'est-à-dire de dire que en tant qu'adulte, c'est plus compliqué. Et donc la question à se poser en tant qu'adulte, une question qui a été phare pour moi, c'est que ferais-tu si tu n'avais pas peur ? Ça fait des années que cette question m'emporte en fait. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur ? Parce qu'en tant qu'adulte, quand tu es dans ton rail à un moment, c'est compliqué de savoir exactement, parce qu'on nous a dit toute notre vie, il ne faut pas dire je veux, en tant qu'enfant, on ne dit pas je veux. Et ben, en tant qu'adulte, d'un seul coup, on ne sait plus trop répondre. Mais on peut essayer de se poser la question, de se dire, ok, si je n'ai pas peur, je me vois où, je fais quoi, je rêve à quoi. Alors, il y en a qui ne savent pas répondre, il y en a qui disent, mais moi, je n'ai pas de réponse à ça. Et ben, ce n'est pas grave, parce qu'on peut quand même se poser la question et la laisser germer en nous. Et être plus attentive à la vie, à ce qui nous fait vibrer. C'est pas une passion, hein. C'est vrai qu'on est souvent un peu... on se dit, mince, moi aussi j'aurais bien voulu avoir une passion, moi aussi j'aurais bien voulu avoir quelque chose qui, d'entrée de jeu, me cale et me dit, c'est ça et pas autre chose. Il y a des gens qui ont ça, voilà. Et pas tout le monde, et puis la grande majorité n'ont pas ça. Donc il faut être à l'écoute de soi et se dire, ok, si je devais passer mes journées et que je n'ai plus du tout de contraintes, je ferais quoi finalement ? Et cette question-là, on ne sait pas trop parfois y répondre, mais à partir du moment où on se la pose, elle germe, je crois, et elle se laisse... je t'avais peut-être déjà dit, mais il y a 15 ans ou 20... je dis 15 ans, mais maintenant ça fait plus, ça fait au moins 20 ans. Quand on me demandait, je disais, moi je serais dans le bien-être un jour. Alors j'étais attachée de presse, donc j'étais... Alors c'est une chose de bien-être aussi, j'étais avec des humoristes, donc c'était très sympa. Mais je disais, non, je serais dans le bien-être. Mais on me disait, mais quoi ? Je sais pas, mais j'y serais. Et c'était c'est mon phare dans la nuit. Je savais que j'allais y aller un jour. Et je ne savais pas par quel chemin j'allais le faire. Ça a pris 15 ans. Donc j'étais assez jeune. Parce que des fois, on se dit merde. Mais bon, à tout âge aussi. Ouais.
Et donc, parce qu'on rêve encore, hein, nous ici dans cette maison, je peux te dire qu'on a des projets à très long terme, même si on se projette loin, loin, loin. Et ça, c'est aussi un des ingrédients qui nous permet d'avancer. Donc, voilà, moi, je savais j'allais aller quelque part, et c'était un grand thème. Et c'était mon grand thème. Et ça a pris du temps, mais j'y suis bien maintenant. C'est vrai que je te rejoins sur une chose. Pour moi, c'est comme le film C'est quoi le bonheur pour vous, c'est que tu n'as peut-être pas la réponse tout de suite, mais au moins, il y a une graine qui est semée. Ouais. Tu vois? Parce que ça, c'est des choses qui interrogent, en fait, se dire, voilà, mais c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Ça, pour moi, t'es en train de semer des graines, là, déjà d'entrée, tu vois. Oui. Les gens, ils vont y réfléchir, c'est sûr. Et on a un exercice, c'est quelque chose que je fais, dont on a déjà parlé, et qui me motive encore, qui me motive très très fort, c'est-à-dire cette liste des 100 je veux dont je parle depuis des années, dont on avait parlé aussi, de noter ses rêves, de noter, mais même en vrac, c'est-à-dire même des choses qui sont complètement improbables, hein, des trucs dont tu sais que ça n'arrivera pas. Mais c'est pas grave, parce que ça parle de toi, ça parle de ton inconscient. Et faire cette liste-là, noter sur un cahier, le garder. Je t'avais dit à l'époque, tu m'as dit, je le fais depuis longtemps, mais je le garde pas. Je t'avais dit, mais garde-le, parce que c'est hyper étonnant de replonger son nez dedans 5 ans, 10 ans après. Aujourd'hui encore, donc je t'en ai parlé en 2015. Je le faisais déjà depuis longtemps. Et on en avait discuté. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait encore des rêves que j'avais marqués il y a 10 ans de ça, qui allaient se réaliser maintenant. Et, oui. Et c'est parce que je sais qu'ils sont dans cette liste, de temps en temps, je retourne la voir en plus, que encore il n'y a pas si longtemps. C'était étonnant. Je t'en donne un, complètement. J'avais noté à l'époque, alors outre le fait que je voulais être écrivain, qui me paraissait complètement improbable il y a 10 ans, j'avais mis je vais être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. C'est impossible, je veux dire, c'était mort comme rêve. On m'avait dit fais-le, donc je l'ai fait, je l'ai noté. Eh bien, figure-toi que pendant une année ou 2, je ne sais plus, on a accueilli, alors mes voisins accueillaient juste en dessous de chez eux, et de temps en temps ils n'ont pas pu l'accueillir, donc c'est nous qui l'avons accueilli quelquefois, un danseur de l'Opéra de Paris. Un jeune danseur de l'Opéra de Paris. J'étais subjuguée qu'on me demande, dis, tu veux pas? Alors, il s'appelait Tanguy. Au départ, je me suis dit, oula, Tanguy. Et c'est un jeune danseur qui était à l'école et qui est juste formidable. Et donc, ce rêve-là, quelque part, c'est pas moi qui l'ai fait. Ce qui m'a fait dire aussi qu'heureusement, je l'ai pas coché, c'est militaire comme organisation. Je ne sais pas si ça m'aurait non plus. Et donc, mais l'opéra venait jusqu'à moi. Je trouvais ça sensationnel. Donc, même cette liste un peu détournée, elle vit encore. Puis, je pourrais t'en citer tellement encore. Donc, voilà, c'est rêver, se donner les moyens de rêver, même si on ne coche pas tout le temps les cases. Par contre, on aime bien les cocher, les cases. C'est ça qui nous stresse des fois. On dit, mais si je coche rien, c'est-à-dire que ma vie... J'étais tombé aussi là-dessus. Alors, je crois que c'était un livre aussi qui parlait de ça. Moi, je continue à le faire, en fait, dans ma vie de tous les jours. J'ai une liste de 17 projets sur mon bureau que j'ai envie de mettre en place. Et moi, ce que j'avais lu, et j'aime bien cette idée, c'est de rayer une fois que c'est fait, tu vois, comme check. Moi, je coche. Je raye pas parce que j'aime bien voir encore. Je coche. Okay. Je coche. Bon. Et aller, alors, j'aime pas le mot, mais c'est pas qu'elle est magique, mais je suis toujours étonnée de voir que quelque part, si on les a notés, c'est qu'il y a quelque chose de vrai pour nous qui résonne. C'est notre inconscient qui parle, d'où l'intérêt de ne pas trop réfléchir au départ. Ce qu'on va noter, c'est quelque chose qui est très factuel. Tu vois, c'est très, voilà, je veux ça. Et puis à un moment, si on se laisse aller, d'où les 101, je pense. Tu vois, c'est cette idée que d'un seul coup, tu lâches parce que tu as trop de trucs à mettre. Et donc, il y a un moment où ça parle de toi au-delà de ton conscient. Et ça, c'est un petit peu la graine dont on parlait, c'est-à-dire ça va germer tout seul. Il y a quelque chose qui peut venir et qui va germer. Tu sais, j'avais mis il y a 10 ans, je veux danser le Charleston. Eh bien,
j'ai appris à danser le Charleston il n'y a pas longtemps pour une raison incongrue que je ne citerai pas maintenant. J'ai appris le Charleston 10 ans, enfin 15 ans, 20 ans après l'avoir pensé, ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime la danse, ça veut dire que j'aime rire, ça veut dire plein de choses, en fait. Et ça parle de nous. Donc, j'invite vraiment les gens à le faire sans se donner d'obligation de réussite. C'est ça aussi, c'est qu'on s'en fout de savoir si ça va être coché ou pas. C'est se donner. Alors, on peut le faire. Moi, j'avais fait seule. Mais ce qui est très sympa à faire, c'est en couple aussi, se faire une liste en couple. Ou alors, évidemment, une liste avec les enfants. Des rêves, voilà, leur proposer de faire ça avec, tu en as parlé il n'y a pas longtemps, le tableau de visualisation. C'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais qui sont fondamentales. Pourquoi? Parce qu'elles génèrent de l'enthousiasme. Elles apportent de la légèreté et elles génèrent de l'enthousiasme. Et Dieu qu'on en a besoin. Ça. C'est clair. C'est ce qu'on appelle aussi le pouvoir de l'intention. Ah ben oui. Mais ça part de là, hein, tout ça, au départ. Voilà, le pouvoir de l'intention... la loi de l'attraction, on n'y croit pas, j'en sais rien. Moi, je ne saurais même pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que l'énergie qu'on a en nous, si on arrivait à la canaliser et à s'autoriser, juste s'autoriser à y penser, il faut laisser la vie se charge parfois de choses assez étonnantes pour nous aussi. Pour peu qu'on s'autorise ça, en fait. Donc, c'est pas compliqué à mettre en place en plus, hein, c'est pas quelque chose. Voilà. Après, il faut pas tout attendre de ça. C'est juste une dynamique qu'on met, un enthousiasme qu'on génère, et à ce moment-là, ça nous donne aussi la force de mettre. Tu as dit 17 choses que tu veux réaliser, tu les as canalisées dans cette liste, et ça te donne la force de passer à l'action, parce que c'est pas que de la mentalisation, c'est que derrière, tu mets des choses en place et que tu es plus réceptif, je crois aussi, à l'entourage. Tu vas entendre des choses que tu n'aurais pas entendues habituellement dans tes projets. D'un coup, il y a quelqu'un qui va parler d'un truc qui t'intéresse dans ton projet. Peut-être que si tu n'es pas dessus, tu es sur autre chose, tu ne vas pas entendre ça. Et je suis toujours étonnée de voir à quel point, quand d'un seul coup, on lance quelque chose comme ça, pouf, il y a des conversations. Non. Quand on pouvait, à l'époque, jadis, aller dans des bars, c'était dans une époque lointaine. On pouvait aller se trouver dans des bars à Paris, par exemple, où j'allais. J'étais toujours étonnée de la pertinence. Je suis une voleuse d'histoire, donc j'écoute toujours ce qu'on me dit. Enfin, ce qu'on me dit, on ne me dit rien du tout. Je vole les histoires des gens. Donc, j'écoutais souvent les gens à côté ce qu'ils disaient, et j'étais toujours étonnée de voir que ça répondait parfois à un de mes questionnements. Ils me parlaient pas, hein, ils se parlaient entre eux. Où ça résonnait, où il y avait un mot qui venait, ça s'appelle des synchronicités. Et j'adore ça. Et je crois que c'est pas que quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. Je crois que c'est notre cerveau, notre façon de fonctionner qui fait qu'on est quand même hyper performant pour peu qu'on s'accorde cette confiance-là, en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Et une fois de plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut se déconditionner à n'importe quel âge de notre vie. Je veux dire, c'est pas parce que tu vois, tu as 90 ans que tu peux pas changer ta façon de voir les choses, par exemple. Et au même titre que dès qu'on est enfant, à l'école, par exemple, ou nos parents, ce serait génial. Tu vois, juste qu'on nous sensibilise en fait à ça, quoi. Qu'on ait une oreille qui traîne. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des graines justement qui vont être semées, mais juste au moins qu'on nous sensibilise à ça, parce que c'est clair que ça change quand même beaucoup de choses, je trouve, dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai eu la chance de m'y intéresser très tôt, et franchement, je le confirme, ça change vraiment beaucoup de choses. C'est comme si la vie était un peu plus simple. Mais comme tu l'as souligné, c'est pas magique, c'est-à-dire c'est pas que ça en fait, c'est plein de petites choses. C'est multifactoriel en fait. Le bien-être, le bonheur, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, c'est plein de petites choses, plein de petits outils en fait du quotidien qui fait que on tend dans cette direction. Tout à fait. Après, quand on passe à l'action, ça fait peur. Enfin voilà, quand d'un seul coup on veut aller vers plus de soi, ça fait peur. D'où le titre de mon roman qui s'appelle « Il faut savoir perdre de vue le rivage ». Perdre de vue le rivage, ça veut dire que parfois, on va se lancer dans quelque chose et on n'a plus de repères, ou alors on nous vole nos repères aussi, hein. Des fois, c'est pas volontaire, et on a la sensation que plus rien n'est stable. Mais si on tient bon, et si on a ce cap en vue, c'est-à-dire ce phare dans la nuit, certes, pendant pas mal de temps, on peut se dire « mais je sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais plus où je vais, etc. »
Mais si on tient bon, on peut découvrir d'autres rivages. Ça, pour moi, c'était fondamental. Cette phrase n'est pas de moi, évidemment. C'est de Gide, d'André Gide, qui dit « On ne découvre pas de terres nouvelles sans perdre de vue d'abord et pour longtemps tout rivage. » Ouais. Et pour moi, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que tout ne vient pas non plus comme ça d'un coup. Parfois, on se lance, on prend des décisions, on se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi j'ai fait ça ?» Et finalement, comme c'est porté par les bonnes valeurs et la bonne énergie, même s'il y a beaucoup d'obstacles, eh bien, finalement, un jour, on se retourne et on se dit « Ok, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je sais pourquoi je suis arrivée là, parce que ce rivage où je suis aujourd'hui, c'est mon rivage. Et voilà, j'y suis bien, pour un temps. J'ai jamais cru sur le rivage. » Donc voilà. Et pour les enfants, c'est vrai que alors, il n'y a que toi, entre toi et moi, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question, mais est-ce que tu sens une évolution dans les mentalités de cette transmission-là, de dire allez, explorer, laissez vos enfants explorer leur univers, peut-être même si ça vous fait peur, peut-être qu'à un moment ils seront remis, bon voilà, dans des rails, mais en tous les cas, les laisser émerger. Est-ce que toi tu sens une évolution ou pas ? Oui, très clairement, il y a une grosse évolution. Alors déjà, le premier constat, c'est je crée mon entreprise en 2003, donc Néo Bien-être. À l'époque, rien que le mot bien-être était très mal vu, en fait, très mal entendu, parce que parfois on avait l'impression que c'était une secte, en fait, ce que j'avais créé. Et pour autant, on proposait des séjours bien-être et éco-responsables, tu vois, donc c'est 17 ans en arrière. Le mot méditation, le mot yoga, il fallait pas trop en parler non plus parce que c'était mal vu, en fait. Les gens ne connaissaient pas trop et donc il y avait de très mauvaises étiquettes. Maintenant, on voit bien que le yoga, la méditation, tout ça, ça s'intègre dans le monde, dans l'entreprise et dans les écoles. Donc, ce qui veut dire en fait qu'il y a une évolution quand même des prises de conscience quand même depuis 17 ans. Évidemment, on n'a pas encore passé le cap des 51% de la population qui sont dans cette démarche-là ou dans cette ouverture d'esprit. Mais en tout cas, on a pris cette direction. Donc, je pense que si on se reparle d'ici une quinzaine d'années, il y aura encore davantage de personnes qui seront ouvertes et sensibles à tout ça. Et donc, du coup, dans leur éducation et en tant que parents, forcément, ils seront dans cette démarche-là. 51%. Donc là, tu penses qu'on en est à combien de pourcents ? Tu as une réponse ou pas ? Je me dis que si on est déjà à 25-30%, c'est déjà énorme. C'est énorme déjà. Ouais. Il y a 17 ans, on était vraiment déjà dans ça. Il y a 17 ans, enfin dans ça, moi j'arrivais tranquillement. On parlait de vagues souterraines. Tu sais, de quelque chose qui se voyait pas encore, mais qui était là, mais sous-jacent, qui était sous terre, qui n'était pas encore. Et puis dans les entreprises, tu disais le mot émotion, tu regardes, pardon. Aujourd'hui, c'est une des formations que je fais le plus en entreprise, gérer vos émotions, voilà, les accepter, parler avec vos émotions, etc. C'est un comment ça s'appelle ça, un best. Et donc, c'est vrai que la méditation, la relaxation, c'est vrai qu'on a évolué, ça c'est sûr. Et dans le monde de l'éducation, moi j'ai ma sœur qui est institutrice, elle est la représentante, Caroline d'ailleurs, qui je fais coucou, elle est la représentante parfaite de ces instituteurs, de ces professeurs des écoles, on dit maintenant, qui donnent tout leur cœur à ça aussi, c'est-à-dire elle est pleine de ressources positives et enthousiastes et voilà, donc je la regarde comme ça d'un œil. L'autre jour, j'ai mis sur mon Facebook, j'ai mis mon chien, un peu, mon Carlin qui a des têtes, je trouve des fois il est humain ce chien, et j'ai fait un truc avec les émotions, la peur, la joie et tout ça, puis je l'ai fait pour rigoler, donc je l'ai balancé. Tu crois pas qu'elle l'a envoyé elle est en classe virtuelle maintenant, elle l'a envoyé à ses élèves en disant bon ben voilà les 5 émotions. Il y avait des tout contents de là. Je me dis il y a quelque chose. Alors évidemment il faut toujours avoir cet apprentissage qui est quand même, nous en France on a beau crier surtout, on a quand même un apprentissage profond avec des connaissances qui sont sérieuses, dans le sens voilà, on apprend plein de choses, mais le côté ludique est rarement là. Maintenant ça y est, ça vient, mais le côté ludique, le côté visuel, la pensée visuelle arrive enfin en France. Je dis enfin, ça fait quelques années déjà, et on travaille avec les deux parties de notre cerveau, à la fois la connaissance et en même temps le visuel, l'émotion, les couleurs, l'action et tout. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir. Alors après, on ne sait plus trop où on va maintenant, mais si à 15h, on saura où on va.
Oui, c'est ça. Un peu, hein, franchement, dans le volet éducatif, là, je parlais des parents et des citoyens, en fait, qui sont en chemin de prise de conscience. D'ailleurs, moi, je trouve que cette période-là, depuis un mois, c'est un accélérateur de prise de conscience. Donc, je trouve ça génial à ce niveau-là. D'un point de vue éducatif, moi, ça fait 6-7 ans maintenant que je mets beaucoup d'énergie. Et franchement, au sein de l'éducation nationale, ça avance très, très bien. Ça avance dans le bon sens, mais c'est une très grosse machine. Donc, forcément, ça met du temps, ne serait-ce pour que ça soit visible pour l'ensemble des citoyens. Mais on a pris une très bonne direction. Le système est en train de s'adapter de plus en plus à tous ces outils, tous ces professionnels en fait qui existent autour de nous. Donc, il y a un mariage qui est en train de s'opérer depuis quelques années. Donc, pareil, hein, d'ici 15 ans, si on en reparle, tu verras, il y aura une grosse évolution. Et dans les enseignants, évidemment, il faut les remercier pour ce qu'ils font parce que c'est magnifique et je pense encore plus maintenant là, dans cette période de confinement parce qu'il y a au moins plus de 50% des enseignants qui sont dans cette idée d'aller chercher ce qui se passe un peu à l'extérieur pour mener des expériences au sein de leur classe pour changer un peu notre modèle, en fait, parce que on peut plus se reposer sur notre modèle qui date d'il y a un siècle. Exactement. Je crois que là, les 51%, on est près de les passer du côté des enseignants. Parce qu'en fait, je crois que c'est eux qui ont généré ce changement aussi. C'est-à-dire, je crois que, peut-être que je me trompe, je ne suis pas experte, mais je crois que c'est, on m'avait expliqué que des amis qui ont fait la pédagogie positive, donc en France, Isabelle Payot et Audrey Hakoun, Isabelle m'avait expliqué qu'en fait, ils avaient commencé par former la base à la pédagogie positive et donc au mind mapping, etc., à plein d'outils. Ils avaient généré tout comme toi, tu le fais aussi, c'est-à-dire il y a plein de gens comme ça, mais ils n'ont pas été cherchés par le haut pour essayer de former. Ils se sont dit, puisqu'on ne nous ouvre pas la porte, il y a des années de ça, on va passer par ceux qui sont sur le terrain, qui enseignent, etc. Et on va leur proposer nos outils pour que ça remonte. Et en fait, comme ça marche, comme il y a un vrai épanouissement, comme il y a une vraie résonance, et puis que quand on dit que ça marche, c'est que par exemple des outils visuels comme la carte mentale, le mind mapping, en termes d'apprentissage, de mémorisation, d'infusion d'informations, de compréhension d'informations, ça marche tellement bien que du coup, forcément à un moment ça s'entend. Et là-haut, ils ont dû dire tiens, que se passe qu'est-ce que c'est que ce Julien là qui est en train de... Et hop, d'un seul coup, ça arrive tout doucement, mais ça arrive et c'est ça la bonne nouvelle, quoi. Donc, exactement. Et puis on oublie, moi je trouve, tu sais, dans ces prises de conscience, je trouve que Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand ont fait partie des pionniers avec Pierre Rabhi, par exemple, aussi autour de l'agriculture, à ouvrir les consciences autour de l'environnement. Et j'ai vraiment le sentiment que ces prises de conscience ont commencé autour de l'environnement et de la beauté de notre planète et d'y prendre soin. Et donc, moi, je remercie à chaque fois Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand parce qu'ils ont fait un travail de dingue. En fait, il y avait quand même des millions et des millions de personnes qui regardaient leur émission. Et mine de rien, ça a semé beaucoup de graines. Il a fallu du temps, mais c'est vrai que Ushuaïa, c'était il y a combien de temps? Moi, je suis et ils regardent, comme toi, tu disais tout à l'heure. J'ai pas la sensation d'avoir changé. Je les connais pas personnellement. C'est des gens que j'aimerais connaître. Pierre Rabhi aussi. J'ai certainement qu'ils se sont amplifiés, qu'ils se sont densifiés, mais on n'a pas la sensation qu'ils aient changé de valeur, qu'ils aient changé non plus. Donc en fait, quand tu es bien ancré dans quelque chose, tu vas pousser sur ces valeurs-là et quand on les regarde aujourd'hui, on a la sensation d'avoir les mêmes personnes avec le même enthousiasme, peut-être un peu égratignées par des combats qui sont les leurs et qui ont... On se relève pas toujours indemne de ces combats-là, mais voilà, toujours les mêmes avec cette même conviction profonde. Et ça, c'est pour moi, au-delà d'être des mentors, c'est des éléments qui ouvrent une énergie qui nous embarque avec eux. Voilà. Et il a fallu de toute façon, peut-être même pas qu'en France, il faut du temps pour tout. Nous, on est un petit peu long. Oui, c'est ça. En fait, moi, le constat que je tire, qui est peut-être très perso, c'est que je trouve qu'on a toujours 15 ans de retard sur beaucoup de choses, sur beaucoup de pays, dans plein de petites choses, mais parce que je pense qu'on met plus de temps à mettre en place justement le changement. Ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, et donc je pense que c'est culturel en fait, tu vois, c'est ancré dans notre ADN français, c'est comme ça quoi. Alors, dans les rouages de l'administration, ça me fait penser à un truc. Je fais des formations de temps en temps à l'orthographe grammaire.
J'ai le drôle d'idée de faire un truc pareil, mais ça m'amuse, ça m'amuse. Donc je fais ça dans les formations avec certains des instituts pour lesquels je travaille, et ça m'a toujours fait rire. C'est que je commence par dire, je vais vous parler des nouvelles règles orthographiques. Et en fait, je dis orthographique, t'as qu'à voir pour une formation, pour une formatrice. Et en fait, elle date de, si je ne m'abuse, 95 ou 97. Mais tu es obligé de dire que c'est les nouvelles. Ah oui, d'accord. C'est dingue, ça. En fait, elles sont toujours pas rentrées. Elles sont là, hein. Donc, mais elles sont toujours pas rentrées dans les livres scolaires et tout. Alors, en 2000, je sais plus combien, là, ça y est, on nous en a parlé. Donc, ça a été assez officiel. Mais n'empêche que, à chaque fois, on disait, bon, alors, dans les nouvelles règles de l'orthographe de 1994, 95 ou 97, je sais plus, voici les. Et donc, on a, 15 ans de retard, quoi. Même sur ça, c'est-à-dire même quand on établit des choses, le temps que ça arrive jusqu'à nous, que ce soit acté par tout le monde, il se passe 15 ans. Ouais, pareil, de la pensée visuelle, etc. Il y a plein de gens qui sont peut-être en train d'écouter en disant, mais moi, j'en parle depuis 15 ans de ça. Oui. Vous êtes peut-être même les porteurs de ça depuis 15-20 ans, sauf que le temps que ça arrive, et dans les écoles, et dans nos maisons, et dans notre conscience, qu'on se dise, allez, je vais peut-être retransformer les choses, je vais peut-être intégrer cette nouvelle façon d'apprendre, d'entendre, etc. Il nous faut du temps. Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas, parce qu'il y a des choses qui sont aussi à déplacer, à remplacer, à infuser. Donc, je suis une optimiste. Donc, je me dis, tant que ça arrive, ouais, moi aussi, c'est déjà ça. C'est clair. Hein. Voilà. Je suis en train de penser au monde de l'entreprise quand je t'écoute. Et tu vois, je me rappelle à l'époque, donc 2003, j'avais le sentiment d'être un peu seul, tu sais, être un chef d'entreprise éthique, avec des valeurs, avec, tu vois, en essayant de faire les choses avec éthique, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être seul. Et donc, j'ai mis 4-5 ans avant de créer un réseau pour me dire, bon, je dois pas être seul, il doit y avoir des gens un peu comme moi. Toi qui es souvent, comme tu me disais, dans le monde de l'entreprise, est-ce que tu as l'impression que le monde de l'entreprise évolue aussi quand même dans le bon sens, tu vois, où on a de plus en plus des chefs d'entreprise, je sais pas, les RH qui donnent plus de sens, avec plus d'éthique, plus de valeur? J'aimerais tellement. Alors oui, je ne vais pas mettre, impossible pour moi de mettre tout le monde dans le même panier, de mettre toutes les mêmes personnes. En fait, je viens du milieu artistique au départ. Or que ça forme bien à lui, quoi, en fait, voilà, ce milieu-là, mais dans lequel j'ai toujours vécu, donc je me sentais bien. Quand je suis arrivée dans le milieu de l'entreprise, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce milieu que je ne connais pas? Et j'avais l'impression que c'était des tentacules qui allaient, tu vois, m'absorber et que j'avais affaire à une entité. En fait, non. Dans l'entité, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées. Je les aime. S'il y en a certains qui m'écoutent là, les gens que j'ai rencontrés dans les entreprises, quelles qu'elles soient, hein, j'ai travaillé pour des petites, pour des moyennes, pour des très grosses, des très, très grosses. Par contre, toujours, tant que je pouvais, dans l'éthique de des entreprises, on m'a proposé des choses, j'ai dit ça, non, même si c'était très... Parce que je ne peux pas travailler si je n'ai pas mes valeurs. Mais malgré tout, il y avait donc plein de personnes que je rencontrais. Et en fait, au lieu de rencontrer une entreprise, je rencontrais surtout que des humains. L'entreprise, presque, pardon pour elle, hein, mais elle n'était pas indifférente, mais je n'allais pas pour elle. J'allais pour les humains, et j'y vais encore aujourd'hui pour les humains que je rencontre. Je ne fais que des belles rencontres. Tu sais, il y a quelque chose, je leur dis souvent d'ailleurs, hein, il y a quelque chose qui est, quelle que soit l'entreprise, quelles que soient les motivations que les gens ont à être dans cette entreprise, je n'ai jusqu'à présent, et ça fait 8 ans maintenant, peut-être, je sais plus que je fais des formations en entreprise, je suis formatrice, je ne rencontre que des personnes, quelle que soit leur personnalité et leur situation, je ne rencontre que des personnes qui ont envie de bien faire, qui essaient de donner le meilleur, même parfois dans des métiers qui ne sont pas les leurs, où ils ne voudraient pas être ici, qui essaient de donner le meilleur, sauf que c'est compliqué, l'entreprise, parce que plein de choses sont en jeu. D'abord, la sécurité. Dans l'entreprise, malheureusement, je crois le nœud de tout se passe dans la communication, dans la relation humaine, au-delà de l'expertise. Les gens que je rencontre sont des experts, ou s'il leur manque des choses, ils savent très bien se former pour pouvoir aller dans les compétences professionnelles. Mais ils ont affaire à l'humain au quotidien, à la gestion humaine, etc. Et là, c'est compliqué, la communication. Mais ceux que je rencontre, voilà,
ont tous ces valeurs et je me dis, mais mon Dieu, pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner? Puisque chaque personne, je rencontre des centaines par an, chaque personne que je rencontre a sa valeur ajoutée, a sa motivation, parfois je vois des personnes épuisées, donc là je me dis l'entreprise est malade parce que je vois des personnes qui sont au bord du gouffre, ça me touche à chaque fois et on a envie de leur dire sauvez-vous et en même temps pourquoi c'est pas forcément ce qu'il faut faire parce que ils ont tout à donner là. On parle souvent et tu sais le flow en entreprise, comme en dehors d'ailleurs, c'est que pour être bien quelque part et en entreprise, voilà, il faut savoir remplir le besoin de plaisir, qui est donc le plaisir d'aller, par exemple, là où je vais travailler, de rencontrer les collègues avec lesquels je vais travailler, c'est un plaisir, voilà. Le plaisir aussi vient avec la sécurité financière, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'insécurité en entreprise. Donc, j'ai du plaisir à partir du moment où je sais que je suis grosso modo en sécurité financière. Ensuite, il y a le besoin d'engagement à remplir en même temps, c'est-à-dire le besoin d'être engagé pour des compétences. Je m'engage dans un travail et je mets à profit mes compétences parce qu'on aime ça, on aime être utile, avoir ce sentiment d'être utile. Et puis, le troisième besoin à remplir, c'est le besoin de sens. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin? À quoi ça sert? Ma goutte d'eau dans l'océan, c'est quoi? Et que ça fasse sens. C'est compliqué aujourd'hui en entreprise de remplir ces trois besoins simultanément. Parfois, oui. Et donc là, ça veut dire que l'entreprise vous accorde cet espace de vie où c'est OK, quoi, et où vous pouvez vous épanouir et mettre à profit pour ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous avez à donner. Mais souvent, il y a une lacune, voire deux, parfois malheureusement trois, c'est-à-dire il y a un besoin qui n'est pas rempli. Donc, par exemple, le besoin de sens. Bon, le premier qui vient, c'est souvent ça, c'est-à-dire je fais ça pourquoi? En fait, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien l'environnement dans lequel je suis, mais je n'aime pas les valeurs pour lesquelles je travaille. Enfin, voilà, la direction, le sens donné à mon travail ne me plaît pas. Ou alors, prenons les artistes, par exemple, souvent ils remplissent le besoin, eux, d'engagement. Ils sont engagés dans leur art, c'est plus fort qu'eux, ça les transforme, ils ont ce don-là, ils le mettent à profit. Les valeurs sont là, de transmission, de beauté, etc. Mais pas le plaisir parce que parfois, ils sont seuls, parfois ils n'ont pas la sécurité financière, parfois ils n'ont pas la reconnaissance des pairs ni du public, et d'un seul coup, ils ne peuvent pas remplir les trois besoins. Donc, l'entreprise fait ce qu'elle peut. Alors, pour répondre à ta question plus précisément, je pense qu'il y a du mieux. On est plus sensibilisé à l'humain, on commence à comprendre qu'il y a des choses à faire qui sont très importantes. Mais il y a encore beaucoup de travail, quoi. Voilà. Il y a encore beaucoup de prise de conscience à avoir. On dit souvent que, voilà, avant on disait si l'entreprise va bien, l'humain ira bien. En fait, on sait qu'aujourd'hui, si l'humain va bien, l'entreprise ira bien. Donc, c'est un paradigme qui est en train de se renverser. Voilà, c'est toujours pareil, hein, ça prendra du temps. Et franchement, là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle, je suis encore une irréductible optimiste. Je me dis, allez, on y croit, là, ce truc qui vient de nous tomber dessus, qui peut changer la donne. Alors voilà, on va sûrement me targuer d'être trop utopique, d'être trop optimiste, mais je me dis non, ce qu'on a vécu là peut changer les choses, un tout petit peu. Pas tout, mais au moins un tout petit peu, une fois de plus. Ah oui, je suis convaincu, hein. Tu prêches un convaincu. Enfin, comme je te le disais, je trouve que c'est une période qui accélère les prises de conscience. Ça, c'est sûr, parce qu'on a le temps d'écouter des lives comme aujourd'hui, on a le temps de bouquiner des bons livres, on a le temps de s'informer sur Internet avec de l'information positive. Il y a un paquet de conférenciers, de personnes qui se motivent et qui font des lives en permanence, justement, pour apporter plus de bon sens, plus de positivisme, des regards différents sur la vie, sur les choses. Enfin, là, en ce moment, ça n'arrête pas depuis 1 mois et demi. Il y a que ça, j'ai l'impression, sur Internet et sur la toile. Donc, pour moi, c'est le moment parfait. Et on parlait de semer des graines. Là, il y a des centaines de millions de graines qui sont en train d'être semées, quoi. Et ce qui est chouette, c'est que c'est de partout dans le monde, tu vois. C'est pas juste en France, c'est
tout le monde est en train de se mobiliser pour avancer dans ce sens-là. Alors moi, je trouve ça énorme, quoi. Ce que ça va donner après, ça, j'en ai aucune idée. Et je pense que s'il y a une personne qui peut nous dire réellement comment ça va se passer, j'aimerais bien l'interviewer. Mais mais je pense qu'il y aura beaucoup de positifs derrière. Ça, c'est sûr et certain. J'en suis persuadée. Je me dis, bon, ça changera peut-être pas complètement la face du monde, mais il y a quand même quelque chose qui vient de se passer qui est pas commun, quoi. Il y a un avant et un après. J'en suis une archi convaincue. Voilà. Il y a un avant et un après. Même à des niveaux personnels, des niveaux même d'un point de vue national, d'un point de vue international. Enfin, on peut le système, on peut le déployer. Mais si déjà quelque chose a bougé en nous et que ça bouge autour de nous, il y a une résonance, c'est l'effet papillon. Je me dis que voilà, il y aura toujours peut-être des choses qui vont être figées, mais que là, dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a forcément quelque chose qui va en rester et qui va continuer de s'amplifier, en fait. Et Dieu, la respire un tout petit peu maintenant, et ça, c'était improbable, impensable il y a encore quelques mois, qu'on lui redonne un tout petit peu d'air, de souffle, et que ça nous emmènera un peu plus loin, on verra. On l'espère tous, hein, je crois, de ce côté-là. C'est clair. C'est quoi d'ailleurs dans ce sens-là ton actualité là pour les prochains mois? Alors, du coup, je mets à profit tout ce temps-là pour plein de choses. Alors, un nouveau roman, donc en écriture. Voilà, j'essaye en tous les cas de. Alors c'est bizarre parce qu'au départ on se dit mais on a tout le temps devant nous pour écrire, et puis comme on est un petit peu percuté par plein de choses, arriver à se mettre en bulle pour écrire, c'est pas si facile que ça, je trouve. Donc j'étais un peu la cancre, hein, je traîne des pieds, donc j'ai mon amoureux qui de temps en temps me dit au boulot, donc voilà, donc il est là parce que moi je papillonne. J'ai pris une décision en fin d'année de déménager de Paris. Ça me faisait très peur, donc on en revient sur les peurs, hein. J'avais eu très peur de partir parce que ça faisait 30 ans que j'étais à Paris, j'adore cette ville, c'est un coup de cœur, mais je suis revenue dans ma région par amour, voilà, donc j'ai retrouvé un amoureux d'adolescence on s'adore, on va se marier très certainement si la planète le veut un jour, hein, voilà. Pour le moment tout est stoppé, on a dû tout annuler, donc on a tout construit puis tout déconstruit très très vite, mais c'est pas grave. Mon roman est sorti en plein confinement, donc je me souhaite qu'il ait une seconde vie après, parce que j'y tiens énormément. Il a 90% de mon ADN, donc de mon histoire, voilà. Ça me ferait très plaisir de partager cela avec les lecteurs, et surtout je sais déjà qu'il y a des résonances, comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup de gens oublient que je suis derrière ça, et en fait se reconnaissent dans Rose, donc c'est très important. Et puis dans les semaines et les mois à venir, comme je suis revenue en Bourgogne, j'ai donc une maison on est en train de transformer en maison d'hôtes, donc on accueille déjà depuis 1 an des gens, des voyageurs. Donc voilà, j'espère que tu passeras nous voir. Notre région est plutôt sympa, donc au cœur du Mâconnais, donc c'est très très chouette. Puis surtout, on est à l'intersection on est entre le nord et le sud, pile au milieu, donc on se fait une petite pause quand on aura des vacances, déconfiné un jour. Vous pouvez vous arrêter là-bas, du côté de Mâcon, on est là. Et j'aimerais y accueillir aussi, j'aimerais que des gens aient envie de louer les chambres ou les petits espaces qu'on a, des petites maisons pour des artistes. Voilà, j'aimerais que cette maison, j'aimerais ramener un peu de mes artistes ici, c'est-à-dire que avoir envie d'écrire, de créer, Donc ça, c'est tout ce que je fais dans les mois qui viennent. Et puis toujours mes conférences et puis mes formations en entreprise pour le moment sont encore de rigueur. Mais comment on peut te joindre? On te trouve comment? Alors, vous pouvez me trouver d'abord sur les réseaux sociaux. Donc, vous tapez Sophie Machaut, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà. Et puis, vous pouvez me trouver aussi, j'ai un site. Alors, j'ai un site et un blog. J'ai Concentré de bonheur, mais je vous avoue que comme je suis en écriture depuis trop de temps maintenant, il n'est pas très actualisé, mais en tous les cas, on peut me trouver là. Et puis, pour venir nous voir en Bourgogne, ça s'appelle Maison La Pérouse. Alors, confondez pas avec La Pérouse, qui est genre
genre le 4 étoiles, le 5 étoiles, machin. Nous, on est vraiment petite maison d'un pas de Bourgogne. Donc, c'est www.maisonlapérouse, en un seul mot, avec un S, et pas un Z, et pas de Y. Voilà, et .com. Mais je vais mettre de toute façon un petit mot sur mon mur Facebook. Et puis, n'hésitez pas, parce que je suis plutôt accessible et voilà, toujours très touchée par les messages qu'on peut laisser, échanger. Je te remercie beaucoup, Sophie. J'ai passé un bon moment. Merci à toi, franchement. Merci. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, je reste avec vous. Je pense que on va finir par transformer ça de très, très belle manière. Et merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»